Voilà, bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Luc Jean-Jean, je travaille au CHU de Nîmes, donc l'unité de neuro-ophtalmologie et basse vision. Et je travaille également à l'Institut Aramav, qui est une clinique de rééducation basse vision, donc également à Nîmes. Et donc, on travaille sur des problématiques en fait, de création de nouveaux outils de rééducation grâce aux outils numériques. Donc en fait, la problématique actuelle, c'est que, bon, on le sait peu, mais en fait, il y a plus de 3 millions de personnes qui sont malvoyantes en France. Donc ces personnes malvoyantes ont des pathologies diverses, diabète, glaucome, des accidents vasculaires cérébraux, rétine pigmentaire. Et en fait, il y a une demande forte de rééducation en basse vision, c'est-à-dire d'essayer d'optimiser au maximum la vision. Le problème, c'est que pour 3 millions de personnes malvoyantes en France, on a 3 centres uniquement de rééducation. Donc, on a des longs délais d'admission. Donc, voici le type de pathologie que vous pouvez avoir, de type de déficit du champ visuel. Donc vous avez tous entendu parler du diabète ou des traumatismes. Enfin, on peut avoir des altérations globales de la vision, où la vision est complètement floue. Vous pouvez également avoir une altération périphérique du champ visuel. Donc là, vous avez quelqu'un qui a un glaucome, c'est-à-dire qu'en fait, il ne voit plus que dans le trou d'une serrure. On peut avoir des rétines pigmentaires qui peuvent donner ça, donc ça donne des gros problèmes pour les déplacements des patients. Inversement, vous avez tous entendu parler de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc là, c'est la macula qui souffre et donc vous avez en fait une souffrance centrale. Et là, c'est des personnes qui sont incapables de reconnaître les visages ou de relire correctement. Ça donne des acuités visuelles qui vont être à 1/20e. Donc c'est extrêmement handicapant pour les patients. Donc c'est à nous d'optimiser la vision résiduelle. Et puis, il y a tout un tas de patients qui peuvent être malvoyants à 10 dixièmes. Donc, par exemple, vous faites un accident vasculaire cérébral ou un accident de la voie publique et vous avez un traumatisme postérieur. C'est-à-dire que vous allez avoir, en fait, une altération non pas des yeux, mais du cerveau qui voit. Et donc, en fait, vous allez avoir quelque chose de très handicapant qui, malgré une acuité visuelle de 10 dixièmes, en fait, là, vous voyez sur le schéma, tout ce qu'il y a à droite n'est pas vu. C'est-à-dire que vous ne voyez pas à droite avec l'œil droit et pas à droite avec l'œil gauche. Donc, c'est des contre-indications, évidemment, pour la conduite automobile. Et c'est des choses aussi qu'il est nécessaire de rééduquer. Il y a également des pathologies visuelles extrêmement complexes. Donc là, ce n'est plus les yeux, c'est plus le cerveau purement occipital, mais c'est juste les voies associatives. C'est-à-dire que l'œil voit, le cerveau voit aussi, mais par contre, le cerveau n'est plus capable d'interpréter ce qu'il voit. Donc là, il y a un livre très célèbre, c'est L'homme qui voyait sa femme comme un chapeau, donc d'Oliver Sacks, qui est un livre fabuleux sur justement toutes les déficiences neurovisuelles. Et c'est des patients qui ont une acuité visuelle correcte. Par contre, ils sont incapables d'analyser leur entourage. Donc, ils ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas lire à grande échelle, ils ne peuvent pas reconnaître des visages. Donc, c'est tout à fait handicapant et ça aussi, on doit le rééduquer. Donc, les conséquences, elles sont importantes pour la déficience visuelle. Elles sont bien sûr psychologiques, sociales. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la mise en échec, c'est-à-dire des chocs répétés, des chutes, fait que les patients vont éviter les situations qui vont être à risque. Donc c'est des patients qui vont rester chez eux, qui vont s'auto-limiter, et cette auto-limitation évidemment va entraîner des pertes de capacité, puisqu'ils ne vont plus du tout exploiter leur vision, et ça va aggraver le handicap qui va aggraver l'évitement des situations à risque. Donc on a un cercle vicieux qui est tout à fait problématique et qui aboutit à une baisse de la qualité de vie et de l'autonomie de ces patients qui vont rester chez eux et ne même pas utiliser la vision résiduelle qui leur reste. Donc d'où l'intérêt de la rééducation basse vision, en fait, qui est essentiellement, c'est pour augmenter la qualité de vie de nos patients. Donc la clinique Aramav, donc en fait, c'est assez peu connu, ces rééducations en basse vision, mais elles sont tout à fait fondamentales. Il y a plusieurs spécialistes, des ergothérapeutes, des instructeurs en locomotion, des orthoptistes évidemment, des éducateurs, des ophtalmos. On a 20 lits d'hospitalisation et 2 lits d'hospice de jour. Et comme je vous le disais, il n'y a que 3 établissements en France d'hospice complète. Donc évidemment, vous voyez bien qu'on ne peut pas répondre à toute la demande. Là, on a fait des admissions la semaine dernière. Les délais, actuellement, c'est 2 ans d'admission. Donc, pourquoi on en est venu à la réalité virtuelle? C'est qu'en fait, au départ, la rééducation basse vision, c'est une rééducation pour la cécité totale. C'est-à-dire que c'est des patients qu'on aveuglisait. C'est-à-dire que le peu de vision résiduelle, en fait, on leur interdisait de s'en servir. Et puis, avec la DMLA, sont arrivés de nouveaux patients. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, qu'on va utiliser au maximum les possibilités visuelles du patient. En clair, au lieu d'aveugliser le patient, tout simplement, là on voit qu'on a une DMLA, ici avec une destruction centrale, vous voyez là où j'ai mis l'étoile bleue, en fait c'est des patients qui ne peuvent plus voir, on va leur créer un nouveau point de fixation pour en fait tout simplement optimiser leur fonction visuelle résiduelle.
Et puis on est tombé sur de nouveaux patients, on a pris en charge de nouveaux patients, c'est-à-dire qu'on a des patients qu'on appelle des Benson, qui sont des Alzheimer visuels extrêmement complexes à rééduquer, et des patients qui ont des rétines pigmentaires. Donc ça, c'est des patients qui sont dans le noir complet, et en fait, on va leur implanter une rétine artificielle, et c'est des patients qu'il va falloir rééduquer aussi, et là, c'est aussi une découverte pour nous. Et donc, on a eu la nécessité de créer de nouveaux outils de rééducation. Donc là, on a deux nouvelles thématiques, c'est des nouveaux patients, donc surtout cérébraux, et la création de nouveaux outils. Et donc, on a commencé par la création de jeux sérieux, avec une thématique, c'était surtout la rééducation basse vision, puisqu'en fait le jeu, et on le voit, il y a des problèmes de dépendance à ces jeux, mais c'est tout simplement par la sécrétion de dopamine qui va entraîner du plaisir, de la dépendance, on va avoir envie de battre son score, et en fait, nous, ce qu'on espère, c'est effectivement une adhésion au programme de rééducation, pour rendre les séances de rééducation, qui sont quand même assez longues, c'est des personnes qui peuvent rester entre 1 et 6 mois, des séances de rééducation plus attractives pour le patient. Donc nos contraintes, ce qu'on a demandé donc, aux personnes qui travaillent avec nous, c'est que ça soit ludique. Il faut du scoring, d'accord, du scoring pour battre son score et battre le score des patients également de la clinique, avec exploration de l'environnement, donc vraiment exploitation de tout le potentiel visuel, et quelque chose de très important, la coordination œil-main, pour que le patient puisse se servir de sa vision pour les gestes de la vie quotidienne. Donc voilà quelques exemples de Serious Games là, qui sont en cours de développement. Donc ça, c'était avec une école informatique. Donc on voit qu'on a commencé à utiliser ici la réalité virtuelle en haut à gauche. On a du multi-écran également ici. En fait, c'est des écrans tactiles où le patient doit explorer son environnement et venir toucher des cibles. Donc ça, c'est tout à fait paramétrable au niveau temps et au niveau taille des cibles. Ici, par exemple, c'est du pointage ici sur des cibles qui sont mouvantes. Donc tout ça, encore une fois, pour aller explorer son environnement et améliorer la coordination de l'œil et de la main. Alors j'ai été invité ici pour parler de ce qu'on faisait sur la réalité virtuelle. Donc en fait, c'est vrai qu'on s'est posé la question il y a quelques années de est-ce que finalement la réalité virtuelle qui est en train de prendre énormément de place dans la vie quotidienne, et ça, ce n'est que le début de la révolution, finalement le principal médium, c'est la vision. Et c'était pour nous incroyable d'imaginer que rien n'avait été fait pour nos patients, et de voir que est-ce qu'on ne pouvait pas développer des outils pour les patients malvoyants. Donc les possibilités de la réalité virtuelle, on ne va pas y revenir ici, il y a le salon où il y a vraiment tout ce qui est expliqué, mais globalement en médecine, c'est beaucoup utilisé comme simulateur. Simulateurs médicaux, chirurgicaux. Donc là, ici, il y a déjà une très belle expérience avec la société 3' sur la chirurgie du genou. On a la robotique virtuelle, où on peut opérer à distance avec le retour de l'opération. On a le traitement des phobies, les araignées, les reptiles, le vertige, ça marche très très bien avec une immersion progressive. Et puis une expérience canadienne qui est très importante sur le traitement du stress post-traumatique, des soldats en retour de zone de combat, où il y a des choses très intéressantes sur la réalité virtuelle et la réintégration de ces patients dans la vie quotidienne. Donc le casque de réalité virtuelle, évidemment, c'est de l'immersion, c'est ça qui va nous intéresser, nous, en rééducation. Et donc là, on est sur le projet ce qu'on appelle Virare, qui est en fait la rééducation, ce qu'on espère être faisant partie de la rééducation du futur en ophtalmologie. Et donc l'idée avec ce matériel, un casque de la réalité virtuelle, qui doit intégrer un eye tracker et un système de localisation du patient. Ça, c'est vraiment les trois points indispensables pour notre rééducation, pour passer d'une rééducation type lunettes de Galilée à Hubble. C'est essayer de changer de paradigme. Donc nous, on a choisi le casque HTC Vive, donc qui va permettre de créer en fait 2 parcours en réalité virtuelle. On a déjà une salle dédiée pour le déplacement de ces patients, évidemment un rééducateur qui va accompagner le patient, un parcours domestique et un parcours urbain. Le parcours domestique, donc on a tranché, ce sera une cuisine où il y aura beaucoup d'interactions évidemment avec les tiroirs, le frigo. On va demander aux patients de faire des recettes de cuisine. Donc on travaille sur ce type de parcours en amont. Donc il y a une scénarisation de parcours. Donc là, c'était le tout premier prototype, où le patient est dans une salle vide, évidemment, réellement, mais par contre remplie d'objets virtuels. Et on va demander aux patients malvoyants de faire le tour de la pièce, d'éviter les obstacles et de réaliser certaines actions. Donc là, on le voit, il fallait contourner le siège, éviter les plots, prendre le parapluie, par exemple, allumer la lampe. Et tout ça, grâce au casque HTC, ça nous permettait d'interagir aussi avec l'environnement. Et les 2 caméras de positionnement nous permettent en fait de calculer les impacts et éventuellement les chutes virtuelles. Donc ça, c'était ce qu'on avait donné à l'entreprise au départ, en fait, pour faire le premier prototype. Donc là, on va voir si la vidéo fonctionne.
Voilà, oui, là, ça part. Donc là, vous voyez à gauche, qui était vraiment le tout premier prototype, où on avait une cuisine thérapeutique, on avait le salon, on avait ici un grand divan, vous avez la télé, il y a quelques interactions donc, qui sont possibles là, sur ce premier prototype, qui était au stade embryonnaire. Voilà, on prend le cendrier. Et donc en fait, le but du jeu, c'est voilà, on interagit avec l'environnement. Si le patient shoot dans la table, ben, la table va se déplacer et ça va être enregistré. On peut allumer la lampe. Voilà, on va tourner, on va essayer d'allumer, de prendre le livre et de lire. On aura des séquences en fait de lecture au niveau du livre et de demander au patient de lire ce qu'il voit. Et donc on va avoir ici également, voilà, on va voir qu'on va pouvoir allumer la télé. Voilà, donc ça c'est du pointage. Voilà, donc on va pouvoir allumer la télé et permettre au patient de réaliser sa mission. Donc voilà, ça c'était le tout premier prototype. Alors il faut savoir que depuis, effectivement, on a bien travaillé avec tous les rééducateurs pour savoir exactement par rapport à ce prototype ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et donc en fait, on est parti sur une optique qui est en cours de développement sur une cuisine thérapeutique qui va être de la taille de cette pièce, qui permettra plus d'interaction. Donc nos critères de performance, c'est le temps de réalisation du parcours, c'est le nombre de chutes virtuelles pendant le parcours, ça va être le type de collision, est-ce qu'il a effleuré ou est-ce qu'il a vraiment tapé très fort contre l'objet. Il y aura des tâches prédéfinies, c'est-à-dire qu'on va lui assigner des tâches, par exemple la réalisation d'une recette de cuisine, il va devoir lire des panneaux. Et nous, ce qui est très important également pour le rééducateur, c'est en temps réel de voir comment il bouge la tête et surtout comment il bouge les yeux. Pour nous, en rééducation, ce qui est très important, c'est de dire au patient, allez explorer sur le champ visuel que vous ne voyez pas pour permettre d'optimiser le champ visuel. Donc là, l'eye tracker, pour nous, l'analyse des mouvements oculaires était tout à fait fondamentale. Donc voilà, l'intérêt, c'est qu'évidemment, on peut modéliser tout un tas de parcours, et notamment des parcours urbains. Donc vous imaginez bien comme par un patient malvoyant qui a eu plusieurs chocs latéraux. Le gros problème, c'est surtout la traversée, en fait, la circulation en ville. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnages, on a des véhicules, on peut avoir des vélos, des animaux. Et donc, en fait, on est là sur une modélisation de parcours et de traversée de passage piéton. Donc, avec un feu, et le patient devra traverser quand c'est à son tour. Donc, tout ça, c'est effectivement, ce sera très, très utile pour nos patients, on l'espère. Donc, l'intérêt, évidemment, c'est que c'est sans danger pour le patient, et qu'on voit qu'un patient qui sera mis en confiance en réalité virtuelle sera bien sûr beaucoup plus rapidement mis en conditions réelles. Ce sera adapté aux performances et aux atteintes visuelles de chaque patient. On a vu qu'il y a de multiples déficits visuels. Et en fait, l'idée, c'est qu'on peut modéliser une infinité de parcours possibles et une mise en situation sans danger pour nos patients. Donc c'est évidemment la mise en confiance qui sera beaucoup plus rapide. Donc l'idée, c'est que tout ça, c'est bien joli, c'est quelque chose qu'on imagine, mais il faut le prouver. Donc en fait, là, on a attaqué une étude clinique pour voir s'il y a un apport, s'il y a un intérêt à ce que le patient bénéficie de la réalité virtuelle. Donc on a fait une étude, on a fait le design, où on va inclure les patients qui viennent à la clinique pour voir si la réalité virtuelle, finalement, apporte quelque chose par rapport à la réalité, par rapport à la rééducation classique. L'autre grand axe de la réalité virtuelle pour nous à la Ramav, c'est en fait les implants rétiniens. Donc là, je sais, ça fait beaucoup parler dans les médias, ces implants rétiniens. En clair, c'est des patients qui sont dans le noir complet parce qu'ils ont un déficit rétinien, ils ont un déficit en cellules pigmentaires. Donc en fait, c'est des patients qui sont dans le noir complet qui vraiment, pour le coup, ne peuvent pas bénéficier de la réalité virtuelle comme on l'entend nous en termes rééducatifs, évidemment. Donc ils ne voient plus rien. Donc on leur implante en fait ici au niveau du fond d'œil une rétine artificielle. Ici vous avez un stimulateur. Là, ici vous avez une caméra qui va filmer et en fait qui va stimuler directement la rétine. D'accord ? Donc c'est la vision prothétique. Alors cette vision prothétique, pour l'instant, elle est très embryonnaire. Pourquoi ? Parce que en fait, il n'y a que 150 électrodes qui vont fonctionner. Donc imaginez que vous, au fond de chacune de votre rétine, vous avez 150 millions de récepteurs. Et là, il va falloir voir le monde avec 150 électrodes, c'est-à-dire 150 points lumineux qui vont plus ou moins s'éclairer. Donc c'est une vision qui est quand même très embryonnaire et c'est un défi rééducatif, c'est-à-dire qu'en fait, on va devoir proposer aux patients de se déplacer avec 150 électrodes, de voir un visage avec 150 électrodes. Donc évidemment, c'est un défi rééducatif. Donc l'idée également, le deuxième axe pour nous de la réalité virtuelle, c'est de se dire, il y a très peu de patients
qui ont été implantés. Hein, c'est vraiment c'est peu de patients, heureusement, qui sont dans le noir complet pour rétine pigmentaire. Et l'idée, c'est qu'en fait, de se servir de la réalité virtuelle comme un simulateur d'implants prothétiques, de vision prothétique. C'est-à-dire qu'en fait, on prend des sujets sains, on leur met un casque de réalité virtuelle et on simule une vision artificielle. Ce qui fait que pour nous, ça va être très important sur des sujets sains de simuler une vision artificielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voudrait essayer de voir quels sont les stimuli pertinents. C'est-à-dire que moi, quand je me déplace, par exemple, je n'ai pas vraiment besoin de savoir si la personne en face me sourit pas. J'ai besoin de savoir s'il y a un obstacle. Donc en fait, il y aurait un mode déplacement où là, on activerait juste les obstacles, c'est-à-dire que les points ne seraient dédiés qu'à la détection des obstacles. Et par contre, en mode conversation, le fait d'avoir des obstacles, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si la personne en face sourit ou ne sourit pas. Et en fait, ce qui manque beaucoup aux patients qui sont comme ça dans le noir, c'est en mode conversation de voir la réaction de l'interlocuteur. Donc en fait, on est en train d'imaginer finalement que pour 150 électrodes, au lieu finalement de faire une vision juste comme un film, mais de détecter finalement ce qui est pertinent en fonction de ce que voit le patient. D'accord ? Donc mode conversation et mode déplacement. Donc ça aussi, c'est à mon avis quelque chose qui va être très très pertinent dans les mois qui viennent et années. C'est la simulation de vision prothétique pour ces patients-là, pour savoir quelles informations on va leur envoyer. Donc voilà ce que c'est la vision par phosphène. D'accord ? Donc là, vous avez un visage. Et en fait, en fonction de la définition, vous voyez que finalement, on ne voit pas vraiment grand-chose. Donc l'idée, ce serait de savoir si, avec 150 points, on arrive à reconnaître un sourire, si on fronce les sourcils. Et globalement, ça semble faisable, avec 150 électrodes, hein, de déterminer l'humeur du visage qui est en face de vous. Donc ça, c'est une grande piste pour nous. Donc en conclusion, pour nous, le domaine numérique en rééducation, c'est une forêt vierge, hein, c'est une forêt amazonienne. Donc là, on est en train d'essayer de la défricher. Donc évidemment, nous à la clinique, c'est qu'il y a l'hôpital, on est adossé à l'hôpital. On travaille également avec l'école des mines, avec la société 3 Prime pour le développement informatique et une école informatique pour la création de jeux sérieux. Donc là, on est en train d'essayer de créer en fait vraiment un écosystème autour du numérique et sur la rééducation grâce au numérique de nos patients. L'enjeu, tout simplement, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est qu'en fait, 3 millions de personnes malvoyantes en France et 3 centres uniquement, dont le plus important, à Nîmes, n'a que 20 lits. Donc vous imaginez la difficulté d'accessibilité à la rééducation. Donc l'idée, c'est de créer de nouveaux outils de rééducation dont pourraient se servir tous les rééducateurs en France dans leur cabinet, etc. Surtout que sur des salles de déplacement comme pour l'HTC Vive, on a besoin de 25 mètres carrés. Donc ce n'est pas quelque chose qui serait difficile à installer. Donc, création de nouveaux outils, donc que ce soit des salles de réalité virtuelle ou des jeux sérieux, et en fait diffuser le savoir-faire de notre clinique et faciliter l'accès à la rééducation basse vision, qui à mon sens là est en grand déficit en France. Merci beaucoup. C'est une très très bonne question. Et donc là, j'en ai pas parlé dans le développement, mais en fait, le design sonore de l'application, le son est spatialisé. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment, notamment dans les parcours urbains, on va avoir les voitures qui vont arriver à droite vont être spatialisées. C'est-à-dire qu'en fait, le patient va entendre la voiture avant de la voir, comme dans la vraie vie. Hein. Donc c'est une très très bonne question. Et donc on a vraiment attaché un soin très particulier au design sonore de nos applications.